Association des Nouveaux Mondes depuis 2008. Un pont entre sagesse ancienne et nouvelle science. Bonjour Philippe, merci Bonjour. d'avoir accepté l'invitation des Nouveaux Mondes. Et pour commencer notre entretien, eh bien, si nous faisions connaissance. Alors, qui est Philippe Guillemant? Qui était le jeune Philippe Guillemant? Oula, je suis issu d'une famille du nord de la France, Pas-de-Calais, de mineurs de fond. Mes deux grands-pères étaient mineurs de fond. Il y en avait un qui avait le privilège de conduire les ascenseurs au fond de la mine, et l'autre, par contre, qui était vraiment au charbon, qui est mort d'ailleurs beaucoup plus jeune, que j'ai pas trop connu. Et donc deux familles proches, une du côté de ma mère, qui un peu quand même dans la difficulté de vivre, le manque de moyens, le manque d'argent, un peu la misère, mais quand même bon vivante, hein. Et l'autre, très très bon vivante, pas du tout dans la misère, mais quand même avec ce milieu qui est quand même quand même assez plombant, que moi j'ai eu envie de fuir. Bon, mon père, de toute façon, je suis né à Paris. Mon père, on y allait très souvent quand j'étais jeune, tous les week-ends, enfin là-haut, quoi. Mais mon père, il a travaillé toute sa vie chez Citroën, donc sur Paris au départ, en Bretagne ensuite. Enfin, la Bretagne, je n'ai pas trop connu. Mais moi, j'ai surtout eu envie de fuir cet état d'esprit, et même ensuite Paris. Et donc, je me suis retrouvé dans le sud avec. Bon, je la fais courte, ça c'est au niveau géographique, hein, donc, bon, ça c'est voilà au niveau. Et puis au niveau, on va dire plus intellectuel, quand j'étais jeune, j'étais un enfant sage, très 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 dans ses pensées, euh, dans la lune, quoi. On me disait dans la lune. Ma mère disait je corrigeais les copies du proviseur quand j'étais au CM2, je crois, un truc comme ça, que je l'aidais à corriger ses copies. Donc j'étais très bon élève. Après, j'ai été tellement distrait au collège que je suivais plus les cours. Parce qu'en fait, soit je comprenais au départ où il voulait en venir et donc ça m'intéressait plus, soit je comprenais pas au départ et je n'étais plus capable de suivre, donc le type dans la lune, quoi. Et ce qui m'a sauvé, parce que du coup je commençais à décrocher à l'école, ce qui m'a sauvé, c'est qu'un jour j'ai découvert des bouquins de maths et surtout de philosophie, et de maths ancienne, surtout voilà, de philosophie et de maths ancienne. De philosophie, il y avait du Descartes, du Platon, du Pascal, etc. Enfin, et j'ai adoré, alors que j'avais 13 ans, j'ai lu ça et je me suis dit, mais c'est ça que je veux, voilà, c'est ça, mais ça me correspond, c'est ça qui me correspond. Et du coup, j'ai acquis depuis ce temps-là un décalage qui a fait que j'ai tout ce qu'on nous apprenait à l'école, j'essayais de comprendre pourquoi on nous l'apprenait, et je trouvais beaucoup plus intéressant d'apprendre dans les bouquins, parce que le sens de ce qu'on apprenait à l'école pouvait se lire dans les bouquins, parce que les professeurs, ils avaient perdu le sens de l'enseignement. Et donc, c'est ça qui m'a permis très tôt d'entretenir un décalage en privilégiant le côté intuitif de l'enseignement, c'est-à-dire le sens, d'où ça vient, pourquoi, voilà. Et en même temps, j'en ai voulu à l'éducation nationale, enfin j'en ai voulu, je ne un peu, pas la rage, mais bon, que par exemple on massacre des trucs dans les domaines de mathématiques, on massacre des aspects géométriques fondamentaux au profit de l'algèbre et de choses mécaniques, alors que pour moi les maths c'est quelque chose de visuel. Donc voilà, tout ça pour dire que grâce à cet accident de parcours, enfin ces bouquins que je lisais alors que j'avais pas le niveau, il fallait que j'attende au moins 4 5 ans, mais j'y comprenais quelque chose. Je comprenais pas tout, mais je sentais bien que j'ai toujours j'ai réussi à ne pas subir le formatage habituel, y compris dans le domaine de la physique et des maths, parce que je me suis en quelque sorte
fait mon propre enseignement autodidacte qui me permettait de comprendre le sens de ce y compris ce qu'on apprenait ensuite à l'université. Enfin, j'ai fait maths sup, maths spé, et ensuite Centrale Paris. Centrale Paris, très très bien pour moi, parce que l'enseignement n'était pas obligatoire, donc il fallait apprendre dans les bouquins, et ça m'allait parfaitement. Et ensuite, du coup, à mon début de carrière, quand j'ai commencé à rentrer dans des domaines où je connaissais rien, enfin pas grand-chose, ben, j'ai appris sur le tas, quoi, parce que j'apprenais encore à nouveau dans les bouquins. Et puis voilà, et comment dire, comment résumer ça? J'ai beaucoup fait appel à l'intuition, à l'envie, mon envie de... Enfin voilà, j'ai échappé au formatage, et c'est ce qui a fait que du fait que je suis rentré très vite dans l'innovation, sans avoir de compétences pour me lancer dans les projets que j'ai eu l'occasion, enfin les défis plutôt que j'ai eu l'occasion de relever grâce à l'explosion de l'informatique. Et donc du coup, à mon début de carrière, j'ai appris plein de choses sur le tas. Donc je suis toujours resté dans, dans, dans le non-formatage, quoi. Et c'est ça qui m'a permis d'avoir du recul quand ensuite j'ai décidé d'écrire, de réfléchir donc, à l'explication scientifique du phénomène de synchronicité. Hein, voilà, il faudrait qu'on le définisse peut-être ce que c'est. Et c'est ça qui m'a toujours permis de rester ouvert pour aller au-delà des frontières de la science et proposer une théorie avec une vision du monde qui est complètement, qui est vraiment très chouette, et qui permet de nous sortir de ce matérialisme qui est aujourd'hui en train de nous pourrir la vie, parce qu'il s'exprime sous la forme d'une aliénation due à la menace de l'intelligence artificielle, enfin pas due, mais qui engendre la menace de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'on a tellement formaté les esprits, nos élites sont formatées, nos plus grands intellectuels sont formatés aujourd'hui à ce matérialisme, à l'interdiction de la transcendance, à l'interdiction de recourir à l'intelligence émotionnelle, alors que l'intelligence émotionnelle, c'est l'accès à la plus grande intelligence. Et comme on a coupé ça, parce qu'on vit dans un règne du mental occidental, comme on a coupé ça, eh bien on a des élites qui ne sont pas intelligentes lorsqu'il faut réagir correctement face à des situations complexes comme le coronavirus. C'est pour ça qu'il y a eu un tel consensus incroyable entre les médias, les gouvernements et les conseils scientifiques, scientistes, parce que ce consensus, en fait, il a été fabriqué à l'école à cause du formatage, et ces gens-là, qu'on considère comme des élites, ne sont absolument pas des élites sur le plan mental, parce qu'ils ont le mental coupé de la source de l'intelligence réelle, c'est-à-dire qui va permettre de réagir correctement quand la situation est complexe, parce que quand la situation est complexe, il faut l'intelligence, c'est l'intelligence émotionnelle supérieure qui va permettre de comprendre, de sentir ce qu'il faut faire, comment est-ce qu'il faut réagir. Voilà. Alors Enfin, comment voilà. tu as étudié donc la partie matérielle dans des livres, mais cette partie intuitive, émotionnelle, voire spirituelle, qu'est-ce qui t'a amené à découvrir tout ça et à créer des déclics? En fait, bon, le décalage que j'avais dans mon adolescence, dans mon éducation, m'a fait découvrir les limites de la physique, les limites des dogmes de la science, à commencer par Descartes, hein, le déterminisme, la notion de déterminisme, qui n'est pas tout à fait complètement présente chez Descartes, puisque Descartes, il admettait la transcendance. J'ai beaucoup aimé, enfin, bon, il y a des choses pas claires. Après, ensuite, cette fameuse question du hasard. Qu'est-ce que c'est que le hasard? Il y avait la mécanique quantique qui pointait son nez. Et il a été confirmé en 82. Il y a eu le colloque de Cordoue en 79, avec toute cette histoire du lien potentiel entre le quantique et la conscience.
et le hasard, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être influencé par la conscience? Ça, c'est des questions que j'ai étudiées à 17 ans, à 18 ans, à 17-18 ans. Et j'ai même fait des expériences dans ma chambre d'étudiant, enfin pour essayer de voir si la conscience pouvait influencer sur le hasard. Donc j'avais une ouverture. Et puis quand j'ai terminé mes études, c'était les fameuses expériences d'Alain Aspect qui démontraient que la mécanique quantique était juste. Et là, je me suis dit, bon, bah, super, il va falloir que je m'intègre dans ma carrière, puisque j'ai la chance énorme de pouvoir développer des technologies à base de micro-informatique, microélectronique, etc. C'était l'explosion. Je vais devenir un expert de la détection des corrélations qui vont me permettre d'étudier ce fameux hasard qui ne dépend d'aucune cause. C'est le hasard quantique n'a pas de cause. Hein. C'est le fameux Dieu qui ne jouerait pas au dé selon Bohr ou Einstein, je ne sais plus. Enfin bon. Et donc ça m'a sensibilisé. Donc cette question du hasard qui n'a pas de cause, légitimée par la physique moderne, donc la mécanique quantique, qui m'avait déjà travaillé avant, colloque de Cordoue, mais aussi encore avant, parce que j'avais lu des bouquins, je faisais des expériences. On appelait ça la parapsychologie. Hein. Bon, alors que Et comment tu faisais ces expériences? Tu le faisais avec des amis? Tu le faisais... Non, tout seul. Tout seul, tout seul. J'étais déjà conscient du fait que ça ne se faisait pas. C'est-à-dire que j'avais lu les expériences de Rhine, R-H-I-N-E, dans les années 50, et j'ai essayé de les reproduire, de voir si l'intention, que par exemple un dé tombe sur le 6, ou qu'une carte qu'on choisit au hasard tombe sur, etc. J'ai fait des expériences pour vérifier. J'avais fait des graphes de probabilité. J'avais calculé ça, tout ça à la main, hein, parce qu'on n'avait même pas les calculettes. Si on commençait à avoir les calculettes, avec des courbes, quand est-ce que ça dépense une chance sur 100, quand est-ce que ça dépasse une chance sur 1000, pardon. Et je fais ça, hein. J'étais très, très matheux dans mon adolescence. Et voilà, et puis un jour, et puis même les premières expériences, ça a dépassé. Puis après, j'ai pas réussi à le reproduire, donc ça m'a un peu écœuré. J'avais pas compris le fameux phénomène d'élusivité. Bon, je veux pas rentrer là-dedans. Donc j'ai été sensibilisé au fondement finalement de la synchronicité. La synchronicité, j'ai découvert ça beaucoup plus tard, parce qu'en fait, à mon début de carrière, enfin pendant mes 10 premières années de carrière, je me suis rendu compte petit à petit que la passion, la motivation, l'envie de relever des défis avait l'air d'être à la source de hasards extraordinaires qui faisaient que mes projets réussissaient. J'ai eu beaucoup de chance, on pourrait appeler ça. Je disais, j'avais une bonne étoile, mais au bout d'un certain temps, la bonne étoile, c'est bien gentil, mais bon, quand au niveau informatique, il se passe des choses bizarres, ou au niveau de vos rencontres, il se passe des choses bizarres, et que finalement, vous avez l'impression d'être emmené par le hasard pour faire bien mieux que ce que vous avez imaginé, vous commencez à vous demander, mais c'est pas possible, je suis tiré par mon futur vers un destin, ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et après, j'ai fini par comprendre que c'était en relation avec ma foi, que c'était en relation avec ma joie de relever les défis, etc. Donc, je commençais à comprendre, mais ça pourrait peut-être expliquer les synchronicités. Parce que du coup, j'avais lu beaucoup de livres sur le hasard. Je me souviens d'avoir lu un bouquin qui m'a marqué, Arthur Koestler, qui a écrit un livre sur le hasard, où c'est le zéro et l'infini. Enfin non, il y a un autre sur le hasard. Les bouquins d'Arthur Koestler, qui lui était sensible aux mêmes choses, qui est un journaliste scientifique, mais vraiment super. M'avait bien influencé, et donc j'avais compris que les coïncidences existaient et qu'il fallait absolument les expliquer, les coïncidences étranges, et ensuite après les synchronicités. Donc j'ai lu des bouquins sur les synchronicités. Du coup, j'ai essayé de comprendre qu'est-ce qui en physique pouvait permettre d'expliquer ça. Du coup, j'ai lu les bouquins de physiciens sur le temps, comme Étienne Klein, comme toute la clique là, ensuite Carlo Rovelli, mais en passant par Marc Lachiézeret, Thibaut Damour, etc. J'ai tous les bouquins sur le temps, j'ai tout lu. Et en même temps, moi j'étais devenu un mécanicien, enfin je m'étais spécialisé dans la mécanique du chaos, la physique du chaos. J'avais développé beaucoup de logiciels
autour de la théorie du chaos pour essayer de faire du traitement du signal, etc. Et j'avais compris qu'il y avait un énorme problème non résolu par la physique autour du chaos, mais il fallait être informaticien, numéricien pour s'en rendre compte. Et donc cette expérience, ces lectures et mon expérience, tout ça j'ai tout mis ensemble et j'ai fini par élaborer une théorie pour comprendre le phénomène de synchronicité. Parce que Ouais. alors, le fait que tu n'aies pas été formaté, Ouais. tu t'es en gros permis, on pourrait dire ça pour un physicien formaté, toi tu t'es permis de défoncer un peu toutes les portes. Voilà, c'est Voilà, exactement ça. et tu essayes d'unifier un peu toute de la spiritualité, de la physique, des mathématiques, et essayer de trouver un peu Oui. le point commun, quoi. Et j'ai vraiment eu la sensation que je me permettais, que je devais pas je n'aurais pas dû me permettre, parce que au départ, en début de carrière, on a le respect on a le respect de la science qui existe déjà, de tout ce qui a déjà été pensé. On a ce respect-là. Et c'est vachement dur de briser les barrières. Mais en fait, moi, comme j'avais une suspicion depuis le départ parce que j'avais cette initiation, au départ philosophique, ensuite expérimentale, enfin mécanique quantique, tout ça, mes expériences m'ont fait comprendre dès mon jeune âge que, attention, que la physique était trop dogmatique. Mm. Donc, j'avais compris, parce que même moi, je savais que je ne pouvais pas en parler à mes camarades, de mes idées, de mes expériences. J'avais compris que bon, il fallait que je fouille ça de mon côté et que j'en parle pas. Bon, et donc, et même à mon début de carrière, quand je voyais par exemple le directeur de Normal Sup venir dans mon bureau parce que je développais des trucs, j'ai pâté un peu la galerie avec mes, démonstrations informatiques, du chaos, tout ça. Enfin, c'était très visuel ce que je faisais, donc on faisait visiter mon bureau au gratin qui passait. Quand j'ai entendu le directeur Normal Sup qui passait, on avait une expérience, et puis voilà, enfin, et puis il disait que, bon, je la fais courte, bon, ben oui, mais le chaos est déterministe. J'ai été outré. Mais non, le chaos, c'est ça, je m'en suis souvenu. Je me suis dit, là, mon côté rebelle, il a flambé. Évidemment, je ne lui ai pas dit, parce que non, ça ne se faisait pas. Mais non, il avait eu l'air de classer l'affaire, je la fais courte, hein, en disant, oui, mais le chaos est déterministe. Puis il y a des bouquins qu'il a écrit, il a été co-auteur d'un livre qui s'appelle Le chaos déterministe. Et c'est scandaleux, c'est scandaleux. Le chaos ne pouvait pas être déterministe. Et donc là, c'est grâce à ça que je me suis dit, mais c'est pas possible. Bon, ce type-là, c'est le directeur de Normal Sup quand même. Et il dit des conneries épouvantables. Enfin bon, non, mais j'osais pas dire ça. Le chaos, pour moi, ne pouvait pas être déterministe. Et donc je me suis dit, mais je vais un jour... bon, j'étais parti dans une carrière trop technologique. Donc bon, j'ai monté des entreprises, mais je m'étais promis de revenir à la physique fondamentale pour prouver que le chaos ne pouvait pas être déterministe. Et c'est ce que j'ai fait. Après avoir commencé à écrire mes bouquins, pour pouvoir continuer à être respecté dans ce que je faisais dans mon laboratoire, il fallait absolument que je publie. Donc c'est là que j'ai commencé à faire des travaux sur le billard, des simulations de brouillard, pour non seulement prouver que le chaos n'était pas déterministe, mais aller beaucoup plus loin. Découvrir les dimensions supplémentaires de l'espace, que j'aurais même pas imaginé. Découvrir la flexibilité de l'espace-temps en faisant tout ça. Toute cette histoire de rébellion contre la doxa académique, matérialiste, comme quoi le chaos était soi-disant déterministe, m'a amené à développer des programmes épouvantablement complexes. Parce qu'il fallait bien que, d'ailleurs, j'ai toute cette expérience dans l'informatique avant, de réseaux de neurones et compagnie, et qui mettait en évidence les dimensions supplémentaires de l'espace, la flexibilité de l'espace-temps, enfin bon, que j'ai réussi à publier dans de revues illustres, hein, de physique fondamentale, 2 fois dans Annals of Physics, et j'aurais jamais imaginé que j'arriverais à faire ça. Par contre, ça a été un moteur. Oui. Ouais. Oui. Et, mais bien avant ça, donc j'avais élaboré cette théorie,
Et si j'ai commencé à écrire mon premier livre sur la synchronicité, c'est aussi parce que j'ai eu, on va dire, une épreuve de vie qui m'a fait tout lâcher. J'ai eu une épreuve de vie en 2005 où tous les emmerdements qu'on peut avoir dans une vie, alors c'était très pratique, arrivent la même année. Oui, généralement. Loi de l'emmerde. Alors j'ai sombré, mais j'ai surnagé. Attention, il y a des journaux qui ont dit que j'avais fait une dépression. J'ai jamais fait de dépression. J'ai été très mal, mais j'ai jamais fait de dépression. Et au contraire, tout ça m'a conduit à trouver la lumière au bout du tunnel, enfin, finalement, à me libérer d'un carcan familial, femme, enfant, etc., et même du carcan créé par l'entreprise que j'avais moi-même montée, où j'avais aussi des problèmes parce que j'avais fait une embauche qui n'était pas une bonne embauche. Enfin, tout un tas de problèmes, y compris d'argent, enfin, etc. Et je me suis libéré de tout ça en disant, à partir de maintenant, donc ça veut dire séparation, etc. Tout ça, je vis pour moi. Je vais vivre, je vais réaliser mes rêves. Je vais m'installer en Haute-Provence, dans un endroit complètement isolé, dans la nature, dans la montagne. C'est un basculement, là. Ah oui, oui. Ah oui, là, et je vais écrire un bouquin. Voilà. C'est ça qui a... oui, voilà. Et en fait... Et c'était une intuition, c'était une évidence. Une intuition. Ouais. Cette idée de faire ces deux choses-là me mettait en joie. Et en fait, oh, mais je vais faire ça, mais c'est génial. Je peux faire ça. Ah, mais je peux faire ça. Wow, mais c'est génial. Bon, en fait, il suffisait que je m'autorise à le faire. Et en fait, ce sont les épreuves de la vie qui m'ont autorisé à me décider de vivre pour moi, pour mes idéaux à moi, voilà. Et c'est ça qui a été le point de départ. Après, le hasard a fait que finalement, j'ai trouvé la maison de rêve, qui était en plus un lieu idéal pour toutes les rencontres que j'ai fait ensuite. Le hasard a fait plein de belles choses. Et j'ai réussi, bien que à concilier une maison. Enfin, au départ, j'y allais que le week-end, bien sûr, et je louais un studio à Marseille. Et puis petit à petit, je me suis ça s'est un peu dispendu. Puis comme j'approchais un peu de la retraite, là, je suis pas loin de la retraite, tout va bien. Et oui, puis le télétravail est venu finalement faciliter ma pré-retraite en quelque sorte. Ouais, tout à fait. Et donc aujourd'hui, tu viens de sortir un nouveau livre. Donc, ouais. Voilà. Et donc tu vas nous en parler un peu plus tout à l'heure, je pense. Ouais. Maintenant qu'on a fait un petit tour rapide de cette vie mouvementée et passionnante. Oui, encore, oui, ça a été passionnant. J'ai eu une vie passionnante tout le temps, très mouvementée dans le domaine à la fois professionnel et personnel. Oui, très mouvementée. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Ouais. Merci Philippe pour toutes ces histoires et ces informations. Merci à toi. Merci. L'Association des Nouveaux Mondes, c'est aussi un site, des programmes d'événements, des annonces partenaires. C'est surtout un lien entre nous.